1-1. Ouais. Bonjour à tous et bienvenue à cette table ronde que nous avons intitulée Financer la renaissance industrielle. Sébastien, tu restes avec nous du coup parce qu'on a commencé. Tu peux rester une demi-heure si tu veux. Une table ronde qu'on a intitulée Financer la renaissance industrielle avec le descriptif suivant. Les startups occupent une place de choix dans la réindustrialisation de la France. Financer leur modèle de croissance en mobilisant des fonds privés est un enjeu majeur de ces prochaines années, avec la question « Mais pourquoi sont-elles si particulières à financer ?» Et c'est la raison pour laquelle j'ai invité alors à l'origine 3 personnes, mais Sylvain Macaya a eu un petit souci pour nous rejoindre aujourd'hui. Donc on a le plaisir d'avoir, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Nicolas Sordet, donc, qui est le fondateur et directeur général d'Afiren. Bonjour. Et Thibaut Bersillan, qui est le directeur général de Michelin Venture Capital. Bonjour à tous. Nicolas, tu as fondé Afiren en 2012, une entreprise dont le siège social est à Clermont-Ferrand, donc tu es venu en voisin aujourd'hui. Vous industrialisez au niveau mondial des procédés innovants dans le but de produire sans déchets des molécules naturelles, habituellement pétrosourcées. Alors, tu vas nous parler dans quelques instants de ton entreprise. Et Thibaut Bersillan, donc du coup, on ne présente pas Michelin. Je ne ferai pas l'offense de présenter Michelin. Néanmoins, c'est une grande entreprise qui a la particularité, comme d'autres grandes entreprises, de disposer d'un fonds d'investissement. Et c'est la raison pour laquelle je t'ai invité. C'est que ça nous intéressait d'avoir ton point de vue sur le financement de cette renaissance industrielle. Donc je vous pose la question. À toi Thibaut pour commencer, si tu le veux bien. Déjà, merci de nous parler de ton activité, de ton rôle chez Michelin et de répondre à la question pourquoi, selon toi, les startups industrielles sont si difficiles à financer? D'accord. Alors, Michelin Venture d'abord. Michelin Venture qui a été créé en 2015. C'est donc le véhicule d'investissement Corporate Venture Capital du groupe Michelin. Et on intervient surtout en support stratégique de la stratégie de Michelin. Sur 3 axes, je le fais en bref, hein, comme ça sur 3 axes qui sont dans les pneus, où on a une ambition stratégique qu'en 2050, tous les composants d'un pneu seront biosourcés et ou recyclés. Donc on attaque le taux de matière durable des pneus. Et puis autour du pneu, sur toutes les flottes de data management, de fleet management et des véhicules connectés. Et au-delà du pneu, où on est beaucoup plus large, où on attaque des verticales stratégiques sur la force et la connaissance pétrochimique de Michelin sur les polymères, avec des polymères très exposés comme Wizamo, qui est une voile gonflable, rétractable, pour décarboner le transport, comme du 3D printing métal, avec notre JV Adup, l'hydrogène avec la JV avec FIV, qui s'appelle Symbio et qui fait des piles à hydrogène. Et puis on attaque aussi la medtech, aussi bizarre que ça puisse paraître. Et donc pourquoi c'est difficile de financer des startups industrielles? Je pense que je vais faire un parallèle douteux avec la French Tech, où en fait c'est beaucoup plus simple de scaler une startup digitale, alors que de scaler une startup industrielle, ça prend du temps. Ça prend au minimum 10 ans avant que ça scale. C'est aussi pour ça que certains fonds d'investissement ou des stratégiques corporate n'y vont pas et n'y vont pas à l'amorçage, parce que c'est prendre beaucoup de risques. Et donc voilà, on y va plutôt en série A ou série B généralement. Merci beaucoup. Nicolas, est-ce que tu partages ce point de vue et avant de répondre à la question, est-ce que tu peux nous parler d'Afiren, ton entreprise, et ton parcours justement vis-à-vis du financement et les perspectives de croissance de l'entreprise? Alors, Afiren, on est une start-up, donc ça fait 10 ans qu'on existe. On parlait d'une dizaine d'années à l'instant. On a développé une technologie qui est basée à la fois sur de la fermentation, donc un savoir-faire en microbiologie, et aussi sur un process plus issu de la chimie, pour créer des ingrédients, en fait des molécules qui sont aujourd'hui fabriquées quasiment exclusivement à base de résidus pétroliers.
Donc ces ingrédients, on les retrouve un peu partout aujourd'hui dans multiples d'applications, que ce soit en nourriture humaine comme conservateur, que ce soit dans la cosmétique, pour les crèmes, pour les vernis, parfois même pour tout ce qui est shampoing ou autres produits. On retrouve en pharmacie, on retrouve dans les moteurs comme lubrifiants, en nourriture animale pour remplacer les antibiotiques. Donc de multiples applications. Et aujourd'hui, voilà, ces molécules sont pétrosourcées. Donc notre technologie nous permet, en convertissant tous les coproduits de l'industrie sucrière, issus de la betterave à sucre, mais d'autres matières premières également, de fabriquer les mêmes molécules et d'offrir à nos clients non seulement une solution qui est biosourcée, donc issue d'une matière végétale, mais aussi qui est bas carbone, puisqu'on divise drastiquement les émissions de CO2 par rapport à nos concurrents pétrosourcés. Donc on voit aujourd'hui l'enjeu global dans l'industrie en général, climatique, et donc la nécessité et l'engagement que prennent beaucoup de sociétés à baisser leurs émissions de CO2. Ça passe aussi par leur capacité à sourcer des produits ou des ingrédients qui sont, eux, bas carbone. Voilà, donc on leur apporte finalement cette solution avec la même performance. Donc Afiren, c'est 10 ans, c'est vraiment le parcours typique d'une start-up industrielle. Notre objectif était de développer une technologie et de l'amener à l'échelle industrielle et de devenir un acteur industriel et de construire des usines et de les opérer. Et donc c'est un parcours de financement très long qui commence par du financement privé, les amis, la famille, comme on dit, c'est déjà la première étape. Ensuite, des fonds de VC. Et puis ensuite, un tour plus important. Donc nous, on a fait un premier tour de table en 2000 avec des fonds de VC en 2014. Un deuxième, beaucoup plus important, d'une grosse vingtaine de millions d'euros en 2018. En parallèle, on a financé une JV pour financer notre première usine. Donc BPI nous a accompagnés. Donc au global, on a levé à peu près 60 millions d'euros. Et puis on s'est introduit en bourse il y a 2 ans et on a levé encore 70 millions d'euros pour être capable de dupliquer notre modèle. Donc on a utilisé beaucoup d'outils de financement, que ce soit subvention, que ce soit du non dilutif avec de la dette et aussi voilà, avec les différents fonds d'investissement pendant notre parcours. Est-ce que tu as reçu des fonds de grandes entreprises? Alors, non. Bon. Alors on était un peu parano, mais c'est vrai que ça fait partie, je pense, des solutions. On en discutait juste avant cette conférence. Je pense que les industriels ont un rôle à jouer quand ils ont un intérêt. Alors c'est vrai que quand on est dans une start-up, à la fois c'est j'allais dire grisant. En tout cas, c'est intéressant d'avoir un industriel à son capital puisque ça montre l'intérêt pratique d'un acteur pour ce qu'on est en train de développer. Et en même temps, on est toujours un peu inquiet de ne pas se faire bouffer. Donc on est un petit peu schizophrène sur cette histoire-là. Il se trouve que nous, on avait fait le choix, plutôt avec des partenaires de biomasse, c'est-à-dire de résidus agricoles, de ne pas les faire rentrer à notre capital. Je ne peux pas dire que ça a été une mauvaise chose, puisqu'on a réussi à avancer, à se faire financer. Mais il faut que ça apporte quelque chose. Voilà. Donc un investissement d'une entreprise industrielle, ça peut être quand même une solution intéressante. Ok. Bon, du coup, comment ça marche, Thibaut? Toi qui as investi au nom Michelin dans des jeunes entreprises industrielles, est-ce que c'est toi qui vas chercher les entreprises dans lesquelles tu investis? Ou alors est-ce que c'est les entreprises elles-mêmes qui viennent te voir pour te réclamer de l'argent? Comment ça marche? En fait, ça fonctionne de plusieurs manières. La première étape, c'est quand on a commencé le Corporate Venture Capital, on a investi dans des fonds. Alors moi, je suis tout seul chez Michelin Venture Capital. Mes prédécesseurs étaient seuls aussi. Pourquoi? Parce que en fait, on passe par des fonds d'investissement, donc les grands fonds Euraseo, Emerald en Suisse, Sofinova aussi. Voilà. On est présent dans environ 14 fonds, aussi des fonds en Israël, aux États-Unis, qui font en fait tout le travail de scouting pour nous, en dérisquant une partie des startups par rapport à des verticales d'intérêt ou des mots-clés qui nous intéressent. Quand on investit dans une startup, le premier cadre, c'est que ça doit cadrer avec la stratégie du groupe. Donc, à la différence des fonds d'investissement, on a souvent un focus stratégique. Une fois que le focus stratégique est vérifié, en fait, on regarde plus précisément la technologie, exactement comme les fonds le font,
si je puis m'exprimer ainsi. On regarde le potentiel marché, l'équipe dirigeante, et sur la technologie, en fait, c'est toute la R&D Michelin et toutes les directions techniques qui regardent le deal flow des fonds ou les startups qui viennent me voir en direct. Et en fait, notre thèse d'investissement, elle est principalement, j'investis en minoritaire et je double en fait cet investissement souvent par un accord de co-développement parce que on voit que la technologie est très prometteuse et qu'on a ce qu'on appelle des distinctive capabilities chez Michelin et qu'on peut apporter quelque chose à la startup. Donc le corporate venture capital est vraiment là pour co-innover. Et puis, co-innover, pourquoi? Peut-être pas pour financer des usines, mais sans doute pour financer et stabiliser un fournisseur futur. On voit souvent que les startups ont besoin de capitaux, mais elles ont besoin de clients. Et donc, on agit sur les deux volets. On rentre généralement en série B ou série A. Et puis, toujours avec un potentiel de suivre les différents tours pour soutenir cet accord de co-développement ou pour sécuriser un accord commercial futur aussi. Une forme d'exclusivité, ce qui se fait beaucoup aux États-Unis et qui commence à arriver en France. Voilà. Est-ce que tu peux nous donner des exemples d'investissements pour illustrer ce que tu dis? Et avec des explications et en nous disant pourquoi vous avez fait ce choix d'investissement dans telle entreprise plutôt qu'une autre. Je vais parler des succès et des échecs, parce que des échecs, il y en a aussi, il ne faut pas se leurrer. Donc dans les succès, on a principalement sur cet axe stratégique du taux de matérialité durable, on a investi dans Carbios. Carbios qui est un procédé enzymatique qui vient recycler le PET. Le PET rentre dans la composition des pneus, une infime partie. Et puis on a PyroWave, qui est une société start-up canadienne qui, elle, fait du recyclage par micro-ondes de styrène à base de polystyrène. Et le styrène rentre dans la composition des pneus. On a Enviro, une start-up suédoise qui fait du recyclage de pneumatiques et qui, avec son procédé de recyclage, généralement des pneus, on en retire des huiles qui intéressent les pétroliers, on en retire du fer qui intéresse les fonderies, et on en retire aussi du noir de carbone, donc du noir de carbone recyclé, qui entre dans la composition des pneus. Alors dans les autres exemples, on a Compredict, ça n'a rien à voir, c'est une start-up allemande qui fait des algorithmes sur la maintenance prédictive du véhicule. On a aussi DMC, c'est autre chose, DMC Biotechnology, donc c'est une start-up américaine qui est spécialiste sur un nouveau procédé de production de molécules beaucoup plus rapides en biotech pour accélérer notamment la production des molécules de monomères dont on a besoin pour faire des résines, par exemple, biosourcées. Et puis, il y a Primo Indé, dont je suis administrateur, j'aurais pu parler de celle-ci en premier, qui fait de la RFID. Donc la RFID, ce qu'on voit, les tags dans tous les textiles anti-vol, mais en fait, maintenant, on peut s'en servir aussi pour faire toute une traçabilité des matériaux ou des composants dans le textile, mais aussi dans les pneus. Et Michelin fait de la RFID aussi. Voilà. Ok, intéressant, merci beaucoup. Nicolas, pour le coup, l'écosystème des startups industrielles au sens large alerte régulièrement sur les difficultés de cette typologie d'acteurs à attirer des fonds. Tu l'as déjà évoqué. Est-ce que c'est une réalité? Et quel constat, quel avis tu portes sur le sujet? Et comment, selon toi, on pourrait améliorer ce financement? Est-ce que c'est en mobilisant l'épargne des Français? Est-ce que c'est via le fonds Tibi 2? Est-ce que c'est en faisant descendre les fonds infrastructures un peu plus dans des phases un peu plus amont? Qu'est-ce que tu en penses? Alors c'est une réalité parce que ça a été un parcours financier quand même compliqué. C'est possible puisqu'on a levé, on a financé, pas levé, mais financé à peu près autour de 150 millions d'euros, je pense, aujourd'hui.
Donc ça montre que c'est possible de le faire. L'écosystème du venture capital, donc pour financer la première étape finalement de preuve de concept post-R&D, ils sont de plus en plus nombreux. Il y en a de plus en plus qui sont focusés sur l'industrie. Mais c'est vrai que ça reste compliqué parce que c'est un temps long, ça reste compliqué parce que l'industrie n'est pas forcément très, j'allais dire, bien vue, ou en tout cas, il n'y a pas énormément de fonds qui connaissent vraiment. Et puis, on a aussi eu la chance d'avoir été accompagné par BPI qui nous a franchement soutenus, à la fois parce que bon, il y a tous les prêts d'amorçage qui sont mis en place pour tous les travaux de R&D. Ensuite, il y a le fonds SPI, qui est un fonds d'industrialisation qui a participé au financement de notre première usine qu'on est en train de démarrer aujourd'hui. Voilà, c'est 60 millions d'euros d'investissement. On n'aurait pas pu le faire autrement. Et puis, on a eu aussi finalement de l'aide au niveau européen, puisqu'on a gagné une subvention d'une vingtaine de millions d'euros. Donc finalement, bon an, mal an, on se débrouille, on arrive à trouver un certain nombre de solutions. Mais c'est vrai qu'après, pour passer cette phase, on se retrouve un petit peu dans une limite où les montants qui sont en jeu pour un industriel, c'est voilà, notre première usine, c'est 60 millions d'euros, la deuxième, ce sera peut-être 100 millions. Effectivement, c'est les fonds de venture capital, il y a beaucoup d'acteurs aujourd'hui qui ne peuvent pas suivre sur ces montants-là. Et donc, il manque un petit peu ces fonds un peu de croissance qui peuvent investir des montants plus importants. Et qui ne sont pas encore du private equity, puisqu'on n'a pas encore de cash flow quand on démarre une industrie. Et donc, voilà, on est un petit peu dans cette phase compliquée. Et puis, Jean-Philippe, pour répondre à ta deuxième question, comment est-ce qu'on peut faire ? Je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait aussi sur l'importance de l'industrie. Je pense qu'on l'a vu pendant le Covid, quand on n'était pas capable de produire un certain nombre de choses très basiques. Là, je pense qu'on se rend un petit peu plus compte. Ça passe aussi, du coup, en amont aussi par, finalement... travailler cette image de marque, ça passe par la formation aussi dans les universités où on a besoin de monde, on a besoin de gens qui sont formés. Alors, ce n'est pas pour le financement, mais ça aide aussi. Et puis après, effectivement, sur les solutions de financement, je pense que le rôle des industriels est très important. Il faut que ce soit stratégique. Certains investissent dans des fonds, mais pas tous. Et puis ceux qui investissent en direct sont souvent finalement assez prudents, ou alors ont une vocation peut-être trop stratégique. Et puis aussi, après, il y a des choses qu'on peut arriver à mettre en place au niveau réglementaire, peut-être une incitation fiscale. La France reste un pays qui est pas... c'est pas les États-Unis. Donc, il faut trouver des solutions un peu partout pour financer l'industrie, c'est sûr. Je crois que je vais prendre la suite, en fait, parce qu'on partage... pas mal d'idéaux et de solutions à mettre en œuvre. Alors moi, je suis membre de la commission Corporate Venture Capital de France Invest avec d'autres CVC. Je participe aussi au club Corpo CVC de la BPI. Et on nous a sollicité dans le cadre du projet de loi de l'industrie verte. Moi, ce que j'ai fait remonter, c'est pourquoi les industriels, via les CVC, n'investissent pas en amorçage. Alors ça va faire hurler les fonds de venture capitaux, mais parce qu'il n'y a pas d'incitation fiscale à le faire. Il n'y a pas de dispositif d'incitation fiscale. Voilà. On passe par un fonds parce qu'il y a un dispositif fiscal via les FCPI. Au bout de 2 ans, on reçoit des remboursements d'apports qui ne sont pas taxables ou des plus-values de cession des titres qui ne sont pas taxables, dont les groupes industriels accèdent au fonds, notamment pour avoir accès au deal flow. Mais nous, on est tout à fait volontaire pour investir si on a un dispositif fiscal. C'est vrai qu'on ne le fait pas en amorçage parce que c'est compliqué, parce qu'on connaît bien la réalité, notamment pour un groupe comme Michelin. Tout le monde connaît la valeur de l'industrie chez Michelin. On sait ce que c'est. Les startups qu'on rencontre souvent en industrie ont très peu de connaissances de ce qu'est un procédé industriel. Et c'est pour ça que notamment Michelin a développé un centre de formation agréé à Clermont-Ferrand qui s'appelle la Manufacture des Talents, dans lequel on forme les salariés Michelin, mais on forme aussi tout autre type de salariés au métier de l'industrie, au procédé industriel. On a une filiale Start2 Prod qui intervient auprès des fonds comme expert et qui intervient auprès de start-up pour apporter toute la construction du prototype jusqu'à la pré-industrialisation. Donc on a plein de choses à faire, ouais. Et surtout les groupes industriels, en fait, dans leur grande majorité, peuvent apporter beaucoup
à l'industrie et aux startups industrielles. Alors, c'est exactement ce que tu me disais quand on a préparé cette table ronde, c'est que vous ne faites pas seulement que du financement, vous avez un certain nombre d'autres initiatives, vous accueillez des startups sur votre site industriel, faites de la formation, du conseil. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Ça, c'est ma première question. Et ma seconde question, c'est que tu l'as mentionné, vous êtes rassemblés entre plusieurs fonds corporate. Je sais qu'il y a Saint-Gobain, Safran et d'autres. C'est quoi votre objectif justement? L'Oréal, SNCF, Bold, voilà, on est une quinzaine. Il y a Carrefour aussi, il y a Kering, donc des métiers très divers. Le but, évidemment, en fait, j'ai co-fondé avec Bold et Aliad, etc., ce club, et on a intégré France Invest après. C'est de donner un peu de voix au corporate venture capital et expliquer ce qu'on fait, quels sont les différents modèles stratégiques, modèles purement financiers ou hybrides, quelles sont nos thèses d'investissement, pourquoi on a investi dans des startups. C'est vrai qu'on est souvent vu comme le loup qui rentre dans la bergerie avec le risque de M&A. Ça arrive, mais le principal, c'est quand on rentre, c'est de rentrer sous les fonds de venture pour leur assurer la liquidité au moment où ils vont sortir, puisqu'ils vont sortir. Leur but n'est pas de rester stratégiquement dans une start-up. Leur but, c'est de faire un rendement financier à un moment ou à un autre. C'est le principe même du fonds de venture capital. Quand bien même, tu l'as dit Guillaume, il y a des fonds qui sont deep tech, il y en a de plus en plus, qui œuvrent pour investir en amorçage et accélérer des start-up. Chez Michelin, on a lancé le centre des matériaux durables à Catarou, donc à Clermont-Ferrand, sur la friche d'une ancienne usine avec qui s'appelle Catarou, un bâti foncier exceptionnel, parce qu'en fait c'est une industrie qui date des années 50 avec des dalles extrêmement importantes et qui peuvent supporter très lourd, donc qui peuvent supporter des prototypes. Carbios a son démonstrateur là-bas. Et en fait, quand on regarde le livret start-up industriel fait par la BPI, qui était vraiment excellent, on s'aperçoit que nous, Michelin, et sans doute d'autres entreprises vont venir nous épauler, on répond à tous les besoins des startups industrielles. La formation, l'accompagnement, les machines de test, de TRL 4 à 7 ou 8. Et donc, on peut apporter, mais c'est dans des verticales précises. Et je terminerai par là, qui sont la biochimie du végétal, le recyclage des polymères et textiles et la biotech blanche, donc tout ce qui permet, à partir de la biotech, d'industrialiser. C'est vrai que ce point de connaissance, process, industrie, c'est important. On en reparlait tout à l'heure. Moi, j'ai entendu, je me souviens de quelqu'un qui m'avait dit, qui était à la tête d'un gros industriel et qui m'avait dit, j'ai bien fait de ne pas investir dans cette start-up parce qu'elle s'est plantée. Peut-être que s'ils avaient investi et qu'ils les avaient aidés à passer une étape, peut-être qu'elle ne se serait peut-être pas plantée. Donc c'est vrai que c'est une valeur complémentaire au financement. Alors, Nicolas, tu nous disais que tu n'avais pas reçu de financement de grandes entreprises, mais pour le coup, est-ce que tu as bénéficié de certains services? Pas de financement direct. Pas de financement direct. Mais pour le coup, est-ce que tu as bénéficié de services, conseils, prestations diverses de grandes entreprises qui t'ont aidé à maturer ton projet industriel ou tu l'as fait dans ton coin Alors déjà, je voudrais dire, avant, les entreprises industrielles, c'est quand on lève des fonds et qu'on est une start-up, d'aller voir les fonds, même si 95% du temps, la réponse est non. On a souvent appris quelque chose parce qu'on se fait quand même un peu challenger sur son business model, sur un certain nombre de choses. C'est toujours intéressant. Après, au niveau industriel, oui. Quand on va voir des clients, quand on va voir des prospects, souvent, ils nous challengent aussi. Ils nous apportent parfois des solutions ou ils nous expliquent un petit peu ce qu'ils attendent. Nous, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est qu'on a été capable de prévendre une grosse partie de la production de notre première usine avant même qu'elle soit construite. Donc ça a été un catalyseur assez fort pour lever des fonds. Aujourd'hui, on a à peu près 150 millions d'euros, un petit peu plus même de prévendus dans notre carnet de commandes. Donc ça, c'est aussi quelque chose peut-être à ne pas négliger. Et puis après, voilà, finalement, c'est tout l'écosystème autour, les fournisseurs de matières premières, d'aller les voir, de discuter, d'expliquer ce qu'on fait. On apprend toujours quelque chose. Ça, je pense que c'est vraiment très important.
Thibaut, je reviens à toi parce que tu as évoqué une incitation fiscale, mais sans en préciser les contours. Est-ce que tu peux nous parler de cette idée? Parce que pour le coup, c'est le moment. Je pense qu'avec le projet de loi réindustrialisation verte, c'est une proposition qu'on pourrait éventuellement porter. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? Alors, dans le détail, pas tellement, parce que c'est une idée. Alors, pourquoi j'ai évoqué cette idée? D'abord, parce que je l'ai dit, on passe souvent par les fonds pour avoir accès à un deal flow. Ce qui se passe, c'est qu'il y a le dispositif Jeunes Entreprises Innovantes en France. Quand on est investisseur d'une start-up qui rentre dans ce cadre, en fait, vous pouvez juste amortir une partie de votre participation financière. Et voilà, sur environ 2 millions, l'amortissement, c'est 19 000 euros. Moi, je ne l'ai pas passé dans les comptes. Je ne vais pas m'embêter à passer. Alors, 19 000, ça peut paraître beaucoup pour une start-up, c'est toujours ça de gagner. Mais nous, c'est plus des ennuis et ce n'est pas incitatif. Il faut, je ne sais pas, en lien avec. Alors, pas dénaturer le crédit d'impôt recherche, parce que je sais qu'il y avait une idée de faire un crédit d'impôt vert. Sauf que le crédit d'impôt recherche, ça fonctionne très bien, il ne faut surtout pas l'attaquer. Mais en revanche, oui, il faut un dispositif fiscal plus avantageux pour que les groupes industriels ou les groupes du CAC 40, par exemple, puissent investir sans prendre trop de risques. Parce que derrière, quand on investit en amorçage, en fait, il faut bien se rendre compte que nous, par exemple, on va mettre des ressources internes pour accompagner la start-up d'un point de vue technique, de R&D, etc. Mais derrière, on n'investit pas juste sur le tour d'amorçage. Si c'est vraiment prometteur et qu'on met du fuel dedans, etc., on va suivre les différents tours. Donc, quand vous investissez dans une start-up en amorçage, en fait, et que vous pensez que la techno va délivrer dans 3 ou 4 ans vraiment ses promesses, il va y avoir d'autres tours de financement. Et donc, ce n'est pas juste un ticket d'1 million ou 2 qu'on met. Si on s'engage sur 15, peut-être 20, voilà, quand Nicolas dit qu'il a levé autant, derrière, est-ce qu'on suit, est-ce qu'on ne suit pas, et en fait, on va suivre jusqu'à ce qu'on aboutisse à cette co-innovation ensemble. Oui, parce qu'au-delà de la question du risque, il y a la question du temps et du temps long. Donc en fait, peut-être que l'incitation dont tu nous parles à investir dans les startups, justement, ce serait de vous inciter fiscalement à rester longtemps, à ce que vos capitaux soient mobilisés plus longtemps que la pratique courante, on va dire. Oui, s'il y a un accord de co-développement ou un partenariat commercial qui lie déjà sur 3 ans, par exemple, sur cette durée, oui. Après, ce qui se passe, c'est qu'on l'a déjà vécu. C'est pour ça que je disais qu'il y a aussi des échecs. Hein. Il n'y a pas que des succès. La start-up peut pivoter. Il peut y avoir un autre corporate qui rentre au capital de manière plus forte et qui va essayer d'influencer pour aller dans une autre direction. On l'a vu en chimie, ça arrive très fréquemment. Voilà. Et puis la techno peut ne pas aboutir. Enfin, ça peut arriver à un échec. Les succès comme Afiren, il n'y en a pas tant que ça. Heureusement, il y en a, mais il faut mettre un peu plus de fuel et peut-être au niveau des chercheurs, des équipes de R&D qui mettent en avant, alors c'est peut-être une distinction du crédit d'impôt recherche qu'on pourrait réallouer à ça. Voilà, des idées. Nicolas, est-ce que tu veux compléter? Je pense que nous on a eu quelques investisseurs privés qui faisaient de la défiscalisation. Alors, donc à l'échelle du particulier, pour les tours d'amorçage, c'était intéressant. Mais effectivement, c'est sûr que toutes les incitations qui pourraient amener finalement des investisseurs à prendre un peu plus de risques, surtout dans tout ce qui est start-up industrielle, ou dans lequel il y a un risque techno, et que ce risque techno, là, il se réalise ou pas après un certain nombre d'années, parfois quelques tours de financement. C'est sûr que c'est de nature à aider. Et en fait, chaque euro compte, chaque investisseur compte. Moi, c'est toujours ce que je m'étais dit. Quelqu'un qui participait à un tour de table pour 5 000 euros, c'était déjà intéressant parce que ça permettait peut-être à un autre de le faire. Ou, voilà, comme l'investissement, parfois, c'est aussi une histoire de dynamique. Nous, quand on s'est listé en bourse, c'était ça aussi. On a besoin de cette dynamique pour que les gens se disent on n'est pas tout seul à investir.
D'ailleurs, les corporates dans cette période-là sont aussi très intéressants et très importants, parce qu'ils rassurent les investisseurs trop jeunes. Finalement, ils vont faire peur aux fonds de venture capital, mais après, ils ont plutôt tendance à rassurer quand on devient assez mature au niveau industriel. Mais c'est vrai que tous ces sujets d'incitation fiscale, c'est de nature à aider de toute façon. Je pense que c'est peut-être pas assez développé. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire avec la présence des corporates, il y a un phénomène qui est très vrai. C'est-à-dire que quand on investit dans une start-up, industrielle ou pas, immédiatement, savoir qu'il y a un grand groupe qui est actionnaire, ça donne de la valeur à la prémoney. Tout de suite, ça va prendre Michelin est dedans, c'est que ça doit être génial. À l'inverse, quand ça se passe mal et qu'on doit sortir, il y a un effet downsize. Et là, c'est assez compliqué en fait à jouer, de réussir à sortir sans impacter trop la start-up, parce qu'on a aussi une responsabilité ESG importante, et donc il faut arriver à manœuvrer ça et trouver un acheteur en fait dans ce genre de cas. C'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile. Alors, une dernière question, parce que tu as dit un truc qui est assez intéressant, c'est chaque euro compte. Alors là, pour le coup, on parle de financement, on part du principe que tout le monde sait comment ça se passe. Mais en fait, certainement des particuliers nous écoutent là, ont un petit pécule de côté, seraient peut-être intéressés d'investir dans une start-up industrielle. Mais comment ça marche en fait ? Je pense déjà ce qui est bien, c'est de rentrer pas trop tard pour le coup, parce que quand on n'a pas un pécule très important à investir dans une start-up, je pense que c'est bien de la suivre dès le départ. C'est une prise de risque complémentaire. Certes, après les tours, si on ne suit pas, on se fait un petit peu diluer, mais c'est là où on peut un peu pivoter. Quand on fait des tours à 20, 25 millions d'euros, c'est plus compliqué d'impacter. Donc c'est certain qu'il faut essayer de se renseigner, il faut regarder ce qui se passe, peut-être d'investir dans des secteurs qui nous intéressent. Moi, je faisais de la finance avant, donc j'avais rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui. J'ai passé du temps à essayer à rencontrer des sociétés, à m'y intéresser, à comprendre leur business. Bon, sur la technologie, parfois, c'est difficile de tout maîtriser, mais voilà, il faut aussi investir de façon raisonnée, en diversifiant un petit peu, et puis surtout en essayant d'investir dans des choses qui nous intéressent, et surtout d'essayer de rencontrer des dirigeants qui font des tours de table pour leur proposer de participer. Alors justement, désolé, c'est une question bête, mais comment ça marche en fait ? Moi, je suis un particulier, j'ai quelques milliers d'euros de côté et j'ai envie de financer la renaissance industrielle. En fait, je m'adresse à qui ? Concrètement, comment ça marche ? C'est une bonne question. Je pense qu'il y a du réseau, il y a la French Tech, qui rassemble un certain nombre de sociétés. Et de toute façon, tout le monde cherche souvent à lever de l'argent. Je pense qu'on peut peut-être au niveau des pôles de compétitivité aussi, où souvent les sociétés sont un peu émergentes, sont inscrites dans ces pôles-là, donc ça peut permettre aussi de faire ce suivi. Et puis après, voilà, je pense qu'il faut se renseigner à droite à gauche, poser des questions. Oui, je pense que les banques elles-mêmes souvent ont un dispositif d'innovation, de financement de start-up. Donc je pense qu'en tant que particulier, on peut y avoir accès si on s'intéresse vraiment à ça. Et il y a les associations de business angels, parce qu'en fait, ça commence souvent comme ça. Tu parlais de l'amorçage et le pré-amorçage. En fait, c'est souvent la famille, les amis, etc. C'est vrai qu'en revanche, c'est risqué. Et il faut pas se dire que voilà, on investira tous dans des affirènes qui lèvent 60 millions. Il y a du temps avant d'arriver à ce niveau-là et de faire un levier, et du temps. Et je pense qu'il faut être aussi bien conseillé parce que c'est risqué. Voilà, mais c'est une belle aventure. Et en effet, aujourd'hui, tout ce qui a un impact deep tech et industriel, c'est long, c'est un temps de réalisation long, mais c'est un métier et des entreprises passionnantes. Et avec ce momentum France 2030, je pense que là, il y a de quoi faire. Ouais. Comment ? Les plateformes de crowd equity, effectivement. Voilà. Merci, Eleanor.
Et ben écoutez, on arrive à la fin de notre intervention, donc il me reste à vous remercier. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui et merci à vous de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. Bonne journée.